chronique. Le problème reste posé, en effet, quand on est médecin, quand on est chirurgien, quand on est chirurgien dentiste et qu'on est porteur de l'hépatite virale C chronique avec une charge virale importante, est-ce qu'on est toujours apte à apporter des soins aux patients? Et ensuite, on parlera de la prévention des hépatites virales, bien sûr. C'est un chapitre très, très, très important. Et notre mission principale, c'est d'éviter l'apparition de maladies professionnelles. Je terminerai bien sûr par une conclusion et quelques données bibliographiques. Donc, quand on dit hépatite virale, cela signifie une atteinte hépatique. Et là, bien sûr, cette atteinte hépatique, elle est causée par un nombre important qui est limité de virus hépatotropes. Vous savez très très bien, nous avons 6 virus actuellement qui sont identifiés. Il y a d'autres, mais on parlera des plus importants, le A, le E, le B, C, delta et G. De l'hépatite donc B, C, groupe 3. Vous avez déjà fait le cours sur le risque biologique et vous savez très très bien que les agents biologiques, c'est-à-dire les agents viraux, puisqu'on parle des agents viraux, des agents bactériens, des parasites, des prions, tous ces agents biologiques sont classés en 4 groupes selon la communauté européenne et les virus des hépatites se trouvent dans le groupe 3 où il y a possibilité de propagation dans la collectivité et par ailleurs il y a l'existence d'un traitement prophylactique ou thérapeutique pour l'homme. Donc, comme je disais, nous avons ces 5 types d'hépatites. L'hépatite A, l'hépatite E, leur transmission, elle se fait par voie entérale. Donc, la transmission, elle est orofécale. Et pour l'hépatite B, la C et la delta, leur transmission, elle est essentiellement par voie entérale, c'est-à-dire par le sang. Évidemment, nous sommes des, la question des hépatites professionnelles concerne pas l'hépatite et la population en général, puisque la B, par exemple, se transmet par voie sexuelle, elle se transmet par voie verticale, c'est-à-dire de mère à enfant, mais nous, on s'intéresse aux risques professionnels, aux hépatites virales professionnelles. C'est pour ça que je dis leur transmission, elle est parentérale, elle se fait par voie sanguine. J'ai parlé des caractères communs, en effet, donc nous avons les caractères communs cliniques, biochimiques et histologiques. Maintenant, quand je dis clinique, vous savez très très bien, je prends par exemple l'hépatite C, dans la majeure partie des cas, elle est asymptomatique au début. Donc, on a des hépatites qui sont carrément asymptomatiques et on a la forme commune, quel que soit, bien sûr, le virus en cause ne conditionne pas l'apparition ou non de signes cliniques. Tout dépend, donc on peut trouver et pour la des formes asymptomatiques et des formes symptomatiques typiques, pour la C pareil, pour la delta et ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'hépatite, elle peut être asymptomatique, comme je l'ai dit, comme elle peut se manifester par un certain nombre de signes fonctionnels, notamment l'asthénie. L'asthénie, c'est le maître symptôme. Souvent, alors moi je vous donne ce conseil, quand vous avez face à vous un professionnel de la santé, quelle que soit sa catégorie professionnelle, quand il vient vous dire « je suis fatigué », se plaindre d'une fatigue, il ne faut pas banaliser ce symptôme. Il faut penser à l'éventualité de transmission, d'être contaminé par l'un des virus des hépatites virales. Et là, évidemment, on verra par la suite, il y a un bilan à demander biologique et sérologique. Maintenant, on peut retrouver la forme commune typique, c'est-à-dire vraiment quand il y a asthénie, ictère, sel décoloré, urine foncée, le syndrome de cholestase. Là, il est clair que le premier diagnostic à évoquer, c'est celui d'une hépatite virale. Mais, comme je vous l'ai dit, nous avons beaucoup de formes qui sont asymptomatiques et parfois, seule l'asthénie est rapportée par la victime. Maintenant, deuxièmement, le caractère biochimique. Donc là, quand on dit biochimique, on s'intéresse particulièrement à la fonction hépatique. Quand on dit la fonction hépatique, particulièrement le syndrome de cytolyse hépatique. Donc, évidemment, quand le virus, quel que soit le type du virus, que ce soit le A, que ce soit le B, que ce soit le C, que ce soit, quand il pénètre, il va aller au niveau du foie. Il aime cet organe, il se localise au niveau du foie. Et dès qu'il est logé au niveau du foie, il se met à détruire les hépatocytes, à détruire les cellules du foie et par conséquent,
elle se manifeste au plan biologique par un syndrome de cytolyse hépatique. Donc, on a une augmentation des transaminases, des ALAT et des ASAT. Évidemment, maintenant on ne dit plus SGOT, SGPT, mais c'est les ALAT et les ASAT. Et là, bien sûr, quand on a le syndrome de cytolyse hépatique, il faut penser à une éventualité aussi de contamination par l'un des virus. Au plan histopathologique, je l'ai bien dit, donc dès que les virus se trouvent au niveau du foie, il y a la nécrose, puisqu'on dit qu'il y a un syndrome de cytolyse, donc il y a des signes de nécrose hépatique et nous avons des signes d'inflammation hépatique. Évidemment, je ne vais pas vous faire un cours d'anapathe. Déjà, si vous retenez ces deux éléments, qu'il y a de l'inflammation et de la nécrose hépatocytaire, c'est largement suffisant. Est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce que vous avez des Oui. questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, on n'a pas de questions, c'est clair. C'est clair? Parfait. Donc là, j'ai dit, après les caractères communs, nous allons étudier les différentes hépatites virales. Donc, on commencera par l'hépatite virale A. Le virus A, c'est un virus à ARN. Il est résistant à la chaleur. Et il faut savoir que c'est une maladie qui est très fréquente. Chez nous, en Algérie, elle évolue par petite épidémie et je dirais qu'elle atteint surtout, on l'attrape surtout à l'âge de l'enfance. Pourquoi? Parce que vous imaginez, j'ai bien dit que la transmission, elle est orofécale, donc avec les crèches, avec la maternelle, avec l'école, avec souvent, on a déjà, quand on fait l'hépatite A, on l'a fait dans son enfance, dans son jeune âge. Mais ce qui est important, elle est très rare au milieu professionnel, mais elle peut se voir. Un professionnel à un âge adulte, à un âge avancé, peut développer une hépatite virale A. Mais ce qui est important, c'est que cette transmission, j'ai dit, elle n'est pas très, très fréquente. Parmi les professions qui exposent à ce risque, on a le personnel d'entretien, vous imaginez pourquoi, surtout quand il y a un manque d'hygiène. Le tout tourne autour du lavage des mains. On n'a pas cessé d'insister, d'aller regarder, même actuellement pour la Covid, parmi les mesures les plus importantes, c'est le lavage des mains. Beaucoup se rabattent que sur le port de la bavette, mais le lavage des mains reste l'une des mesures les plus importantes. Nous avons le personnel de la buanderie. Vous savez, la buanderie, c'est le grand local au sein des structures de santé, les hôpitaux, où se fait le lavage du linge sale. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter une buanderie, celle de l'hôpital Mustapha, d'ailleurs, quand j'étais résidente. Je vous assure que à ce jour, je garde un très, très mauvais souvenir. Donc, on fait appel à un personnel non qualifié. Vous savez, c'est des femmes au foyer, c'est des femmes qui viennent travailler avec leur robe de maison, qui sont là, qui ne sont pas informées ni averties du risque auquel elles sont exposées. Et puis, vous voyez, quand le ramassage du linge sale se fait au niveau des différents services, quand elles ouvrent les champs où il y a du linge sale, vous avez des selles, vous avez du sang, vous avez des vomis, vous avez du pu, vous avez des lames de bistouri, vous avez un peu de tout. Et puis ce personnel est exposé. Donc, vous voyez bien le personnel de la buanderie, comme je l'ai dit, surtout qu'elle travaille sans port d'équipement de protection, pas de gants, elle travaille à main nue. Moi, c'est l'image que je garde d'elle. Je dis elle parce que ce sont des femmes. Et là, donc, vous voyez très, très bien qu'elles sont exposées au risque de toutes les hépatites, de celles qui se transmettent par voie entérale et de celles qui se transmettent par voie parentérale. C'est vrai que c'est une exposition indirecte, mais elle touche à tous ces produits biologiques contaminés par du sang ou autres qui peuvent bien sûr être contaminés par l'un des virus. Vous avez également le laboratoire des morts, vous comprenez pourquoi, c'est à peu près les mêmes circonstances d'exposition, et nous avons le personnel médical et paramédical. Je citerai à titre d'exemple un petit outil et matériel que nous utilisons, par exemple le thermomètre. Alors vous savez, le thermomètre, certains infirmiers prennent la température par voie rectale et d'autres par voie buccale et d'autres au niveau de l'aisselle. Alors vous imaginez, on touche à un thermomètre et puis après on peut toucher à son téléphone, on peut ensuite croquer une pomme et ainsi de suite. Je dis bien que le manque d'hygiène, le non-lavage des mains constitue un facteur aggravant ou accentuant l'exposition au risque de contamination par le VHA.
Maintenant, l'avantage de l'hépatite virale A, c'est qu'elle n'évolue jamais vers la chronique. Heureusement d'ailleurs, donc c'est une hépatite bénigne et souvent c'est la forme aiguë. Le seul marqueur qu'on peut demander, c'est les anticorps anti-hépatite virale A. Évidemment, quand ils sont de type IgM, c'est le cas de toutes les maladies infectieuses, c'est-à-dire que c'est une infection en cours, récente. Et lorsqu'on a des anticorps anti-hépatite virale A de type IgG, il s'agit d'une infection ancienne. Maintenant, la meilleure prévention, on verra. Moi, je vous le dis maintenant et je le répéterai autant de fois qu'il faudra, c'est le respect des précautions d'hygiène standard. C'est les mesures d'hygiène universelles. C'est ça le plus important. Vous n'avez qu'à voir, je ne peux pas m'en passer de ne pas le citer, la COVID-19. C'est vrai qu'il y a la vaccination qui a son impact dans la prévention, mais ça n'empêche pas qu'on recommande et qu'on sensibilise toutes les personnes à continuer à respecter les mesures barrières, parmi lesquelles nous avons le lavage des mains et le port de la bavette, du masque. Évidemment, là, pour l'hépatite virale A, donc, j'ai dit, parmi les moyens de prévention spécifiques, on a la vaccination. En Algérie, c'est une vaccination que nous n'avons jamais menée. Tout simplement, je vous ai dit pourquoi. C'est une hépatite, c'est une maladie bénigne qui n'évolue jamais vers la chronicité de 1 et de 2, dans la majeure partie des cas, les personnes, les travailleurs sont immunisés et la contamination remonte à un âge très très jeune, à l'enfance même. Maintenant, c'est bon pour l'hépatite A? C'est bon pour l'hépatite A? Oui, c'est bon. Oui, Oui, c'est bon. Parfait. Docteur Chebini, vous êtes avec nous? oui. Ah, très bien. Oui. Je suis contente que vous soyez là. Bien. Donc là, parce que je n'ai pas vu votre nom s'afficher au début, c'est pour ça que je pose la question. J'ai un problème de connexion. Oui, oui, il n'y a pas de problème, docteur Chebini. Le plus important, c'est que vous soyez avec nous. Les résidents de Tizi, est-ce qu'ils sont avec nous? Non? Oui, nous sommes ici. Nous sommes à 3. Oui. Comment? Les résidents de On Tizi, est nous sommes à 3. vous êtes là? Oui, nous sommes Ben, ici. bonjour. Oui. Eh bien, je vous salue particulièrement et je dirais prenez soin de vous. Je vous le dis aussi parce que je sais que même à Tizi, la situation elle est aussi critique qu'au niveau d'Alger. Voilà. Merci. Bien. Donc, pour l'hépatite virale E, alors cette hépatite virale E, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai eu l'occasion de traiter tous les dossiers, je dis bien tous les dossiers, des hépatites virales professionnelles déclarées au niveau de la CNAS. Je n'ai jamais trouvé un cas d'hépatite virale E déclaré. Jamais j'ai trouvé un cas d'hépatite virale E. À ce jour, je n'ai jamais eu l'occasion, je ne dis pas les malades que j'ai eu à déclarer, ça c'est minime. Je parle de tous les cas qui sont déclarés au niveau de la CNES. Je n'ai pas repéré un seul cas d'hépatite virale E. Et vous comprenez pourquoi? Parce que, premièrement, on n'a pas ce réflexe de demander la sérologie. Et puis, elle a une particularité, l'hépatite E. Elle se voit chez la femme enceinte et sa particularité, c'est ce taux de mortalité constaté chez la femme enceinte au cours du 3e trimestre de grossesse. Et par ailleurs, il y a aussi l'absence de forme chronique. Donc, comme vous l'avez bien constaté, les hépatites A et E qui se transmettent par voie entérale, on retrouve les formes aiguës et jamais de forme chronique. Donc, rien de particulier. Je vous dis que c'est pas qu'elle est rare. Je ne me permettrai pas de dire elle est rare parce qu'il n'y a pas une donnée qui parle de cette rareté, de ce type d'hépatite. Tout simplement, je vous dis, on n'a pas eu l'occasion de déclarer ou de rencontrer un cas d'hépatite virale E. Je passe aux plus importantes qui nous intéressent de près, les hépatites virales B et C. Donc, celles-ci, elles se transmettent essentiellement par le sang. Je le répète encore, je parle des hépatites d'origine professionnelle. Donc là, il y a un risque de contamination de tous les professionnels de la santé, quelle que soit leur catégorie, évidemment, qu'il s'agisse de médecins, qu'il s'agisse d'infirmiers, qu'il s'agisse de techniciens de surface, femmes de ménage, du personnel affecté à des postes techniques ou autres.
Maintenant, pour le virus de l'hépatite B, comme vous le voyez, donc c'est une particule bien arrondie, on l'appelle la particule de Dan. Et vous savez, comme vous le voyez, donc il y a l'antigène de surface, une enveloppe qui porte l'antigène de surface. À l'intérieur de celle-ci, il y a une capside qui porte l'antigène C, donc la capside, et à l'intérieur de laquelle, c'est une capside lipoprotéique, à l'intérieur de laquelle nous avons l'antigène HBE et nous avons l'ADN et l'ADN polymérase. Donc le matériel génétique se trouve à l'intérieur de cette capside lipoprotéique. Évidemment, l'antigène HBE, il se trouve carrément à l'intérieur avec l'ADN et l'ADN polymérase. Et lorsque, je vous le dis maintenant, parmi les marqueurs sérologiques, on retrouve l'antigène HBE, c'est un signe d'infectiosité, c'est-à-dire que le virus est toujours là, le virus est en train de se repliquer. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve avec le matériel génétique, avec l'ADN et l'ADN polymérase qui permet la réplication virale du virus. Tout ça, donc cette particule est appelée, du virus B, est appelée particule de Dan et elle mesure 42 nanomètres. Maintenant, le virus de l'hépatite B a des caractéristiques. C'est un virus qui est très transmissible. Il a une très forte concentration sanguine. Regardez, dans 20 millilitres de sang, un seul millilitre de sang, nous avons 180 virions. Donc, vous voyez bien que la charge virale est très importante. C'est la raison pour laquelle il est très transmissible. Il est particulièrement résistant aux conditions de l'environnement. En effet, il faut savoir que le virus de l'hépatite B, il peut persister et survivre à température ambiante sur une surface pendant 7 jours. Vous imaginez si vous avez fait un prélèvement, par exemple un soin d'un patient porteur du VHB et que vous n'avez pas procédé au nettoyage et à la désinfection du support et qu'il y a eu quelques gouttes de sang porteuse du virus de l'hépatite B, et bien le VHB va rester sur cette surface vivant pendant 7 jours avec un risque bien sûr de transmission pour une autre personne. Il est sensible à de nombreux désinfectants, d'où l'intérêt d'utiliser des désinfectants, l'éthanol à 70 degrés, donc l'alcool, le glutaraldéhyde alcanisé à 2%, l'hypochlorite de sodium, et il est inactivé par des moyens physiques. C'est-à-dire quand on fait la stérilisation, bien sûr, il faut respecter la durée et la température, et ça permet de stériliser ce matériel qui pourrait être contaminé par le VHB. Je ne vais pas trop m'attarder sur les caractéristiques épidémiologiques, mais un élément très important, c'est qu'en jaune, regardez l'Algérie qui se trouve sur la carte géographique de l'Afrique. Donc, vous voyez l'Algérie en jaune, elle a une prévalence, une moyenne prévalence, donc la prévalence de l'hépatite B par rapport au monde, en Algérie, elle est entre 2 et 7%. Et en effet, il y a eu des travaux de restitution, dont nous-mêmes on a fait une petite étude au niveau chez le personnel du CPMC, et il y a eu une restitution qui a été faite par un médecin du travail, Doran, et on a retrouvé qu'en Algérie, la prévalence, en effet, elle va de 1,61 à 4,4%. Donc, ça rejoint en quelque sorte la prévalence qui est donnée sur la carte de la prévalence de l'hépatite B dans le monde. Donc, c'est entre 2 et 7%. Maintenant, l'hépatite B, je dirais que c'est une infection qui est fréquente. Oui, elle est fréquente, puisque vous savez très bien que suite à un accident d'exposition au sang, le risque de transmission du VHB, il est entre 30 et 40%. Et là, elle est potentiellement grave. Elle peut être à l'origine d'un certain nombre de décès. Regardez le nombre dans le monde. Mais moi, je dirais, le plus important, c'est que il faut retenir une chose. Bon, là, je suis passée parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure. J'ai dit qu'elle se transmet essentiellement par voie sanguine. Nous avons les autres voies, mais qui ne nous intéressent pas en qualité de médecin du travail, intrafamilial, vertical et sexuel. Maintenant, elle est très fréquente, surtout quand on dit hépatite virale professionnelle. Donc, il s'agit d'un professionnel qui est en contact avec des patients dans un milieu de soins
Et par conséquent, il y a ce risque de transmettre la maladie à ces patients. Vous avez plusieurs liquides biologiques qui permettent la transmission. Nous avons le sang et les constituants, il est prouvé, ainsi que le liquide biologique contenant du sang. Nous avons la transmission qui est possible avec le sperme, les sécrétions vaginales, la salive, le LCR, le liquide synovial, pleural, péritonéal, péricardique, amniotique et les tissus. Et il est nul avec les selles, les urines, sécrétions rhinopharyngées, expectoration, sueur, larmes, vomissements, les maternelles. Alors une fois, j'ai eu une malade qui était venue pour une expertise médicale et elle avait une hépatite C. Elle pleurait dans mon bureau parce qu'elle me disait je suis peinée parce que je ne peux pas prendre mes enfants et les embrasser et autres. Après moi, je lui ai dit oui, vous ferez un petit peu attention tout simplement. Elle m'a dit souvent je pleure. Est-ce que je peux transmettre par le biais de mes larmes ma maladie? J'ai dit non. J'ai dit les larmes non. Pardon, c'était une hépatite B. Hein. J'ai dit non. Et puis là, évidemment, ce qu'il y a, c'est qu'en sortant, elle est venue, pardon, je dois répondre. Allô? 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 Moustapha, pardon, là je suis en conférence, visioconférence pour les résidents. Je peux te rappeler? Je t'ai répondu parce que je te rappelle dès que je termine. Ok, merci. Donc là, évidemment, en sortant, qu'est-ce qu'elle fait, cette patiente? Elle a pleuré dans mon bureau, donc elle était imbibée de larmes, je dirais. Et puis elle m'a dit, professeur Akif, est-ce que je peux vous embrasser? Avant la Covid, bien sûr. Hein. Est-ce que je peux vous embrasser? J'ai dit oui. Elle m'a dit vraiment, je tiens à vous remercier. Est-ce que je peux vous embrasser, vous faire une bise? J'ai dit oui. Et c'était pour vraiment voir est-ce que réellement, voir bien sûr ma réaction et s'assurer que les larmes ne transmettent pas le virus B. Maintenant, quand on dit le risque de l'hépatite virale B, le risque de transmission est important, évidemment, il faut savoir que tout contact, qu'il soit direct ou indirect, expose les travailleurs au risque de contamination. Ce n'est pas que lorsqu'on est sur un acte médical ou paramédical, c'est-à-dire quand on est en contact direct avec le sang ou les liquides biologiques dont on a parlé. Il y a même des contacts indirects qui peuvent bien sûr être à l'origine d'une transmission du virus de l'hépatite B. À titre d'exemple, j'ai parlé du personnel de la buanderie, du personnel de la morgue. Vous avez les agents de sécurité, des fois, parce qu'en fait, eux, ils ne sont pas en contact avec les patients. C'est un matériel qui est souillé. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que le risque, il est lié, il peut se voir chez le personnel qui est directement exposé, donc qui assure des soins, ou bien chez un personnel qui est indirectement exposé. Et là, le risque, il est évalué de 30 à 40%. Si je prends quelques chiffres, les statistiques nationales des maladies professionnelles, regardez, c'est vrai que ça remonte à loin, mais au fait, sachez que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Si je prends le nombre des hépatites virales déclarées, toutes les professionnels, regardez, 70 cas, 42 cas, 65 cas, 122, 97, 77, on tourne autour de 50 et 200 cas. Là, il y a une sous-estimation du risque, il y a une sous-déclaration de la maladie. Donc, c'est un risque qui est beaucoup plus fréquent. Mais je me suis arrêtée à 2004. Pourquoi? Parce que en 2000, comme vous le savez, la vaccination contre l'hépatite virale B a été rendue obligatoire. Donc là, normalement, on ne devrait plus voir de cas d'hépatite virale B, sauf des cas très, très rares. C'est pour ça, au fait, que j'ai préféré prendre les statistiques précédentes de l'obligation vaccinale. Mais je vous le dis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré l'existence de l'obligation vaccinale contre l'hépatite virale B, le risque est là. Maintenant, le risque nosocomial, bien sûr, je ne peux pas ne pas en parler parce que quand on est dans une structure de soins, effectivement, le patient peut venir lui-même contaminer, il risque de contaminer son médecin traitant, la personne qui le prend en charge, peu importe, médecin, sage-femme, infirmier ou autre, chirurgien dentiste.
Cependant, le personnel lui-même, le professionnel de la santé lui-même, peut à son tour contaminer ses patients s'il est porteur. Et toute la problématique tourne autour de ce point-là, parce qu'un professionnel qui est porteur du VHB, il est contaminant. Et là, le soignant peut contaminer ses patients. D'ailleurs, depuis les années 70, on rapporte de nombreuses épidémies nosocomiales, et surtout chez les chirurgiens et les chirurgiens dentistes. Il y a une enquête nationale qui a été faite par l'Institut national de santé publique, l'INSP, chez les chirurgiens dentistes sur le territoire national. Il a été démontré que le risque chez les chirurgiens dentistes est très important. Il vient en première position comparé aux autres secteurs. Regardez par exemple sur ce tableau, je vous ai mis les cas publiés de transmission du virus P par un chirurgien. À lui seul, regardez, 12 cas de transmission, nombre de malades contaminés. Alors, il y a un porteur chronique, il a contaminé 12 patients, l'autre 55, 5, 6, 55, 48. Regardez le nombre de contaminations des patients. Pourquoi, bien sûr, là, c'est juste pour vous dire que la transmission, c'est un triangle. Le médecin peut contaminer son patient, le patient peut contaminer son médecin et le patient peut contaminer un autre patient et vice-versa. Donc, c'est un triangle fermé. C'est la raison pour laquelle il faut renforcer les moyens de prévention et rester vigilant à l'égard de cette exposition. Maintenant, au plan clinique et évolution de l'hépatite B, heureusement que c'est la forme aiguë qui est très fréquente. Pratiquement dans 80% des cas, parfois voire même plus, jusqu'à 90% des cas, il s'agit d'une hépatite B aiguë et souvent elle est asymptomatique, comme je l'ai dit, dans plus de 60% des cas. Elle se suit de guérison dans la majeure partie des cas, mais hélas, la complication majeure à redouter, c'est l'hépatite fulminante. L'hépatite fulminante, elle est évaluée à 1%, mais elle est mortelle dans plus de 90% des cas. D'ailleurs, quand j'arrive à cette partie, je pense toujours à notre collègue, Allah yarhamou, du CPMC, qui était au service de radiothérapie. J'étais d'astreinte au service quand deux collègues du CPMC l'ont ramené au service. Il était chaunâtre, ictérique. J'avais demandé un bilan hépatique en urgence. Et hélas, de ma vie, je n'avais vu un syndrome. C'était toute la fonction hépatique qui était perturbée. Donc, il y avait le syndrome de cytolyse hépatique avec des transaminases. C'est des milliers par rapport à la valeur normale. C'était des valeurs très élevées. Donc, il y avait une destruction très importante du foie. Il y avait un syndrome de cholestase, un syndrome d'insuffisance hépatocellulaire. D'ailleurs, quand ils ont ramené le bilan, j'avais dit que c'est une hospitalisation en urgence. En effet, il a été hospitalisé quelques heures après au service de gastro et au bout de 48 heures, il est décédé parce qu'il avait fait une hépatite virale B aiguë fulminante. Là, c'est pour vous dire, âgé de 33 ans ou 34 ans, je ne me rappelle pas très bien marièrement, c'est pour vous dire il faut faire très attention. Il faut faire très attention. J'ai eu également l'occasion de voir un cas de quelqu'un de la protection civile qui était à son poste de travail quand il est tombé raide et il se trouve qu'il avait une hépatite virale B aiguë fulminante. Donc là, ce n'est pas des cas rares. C'est vrai qu'on a la vaccination qui est obligatoire, mais l'obligation vaccinale n'est pas respectée. C'est dommage. C'est les cas de sclérose en plaques il y a quelques années. On a parlé de la sclérose en plaques, on avait incriminé le vaccin contre l'hépatite B. Depuis, les personnes, les professionnels sont réticents par rapport à ce type de vaccination. Mais là, vous voyez que le risque, il est quand même très important. Et hélas, même si ce ne sont que 10% des cas, mais 10% évoluent vers l'hépatite chronique. Et par définition, on définit une hépatite chronique en termes de temps au-delà de 6 mois, l'intervalle de temps par rapport au début, et comment au-delà de 6 mois quand il y a la persistance, donc là j'ai mis un seul, mais en fait la persistance de l'antigène HBS et ou de l'antigène HBE. Je vous avais dit au début que l'antigène HBE est un signe d'infectiosité, c'est-à-dire quand il est positif, cela veut dire que le virus est en train de se multiplier, il y a une réplication virale.
Et par conséquent, si au-delà de 6 mois, quand je refais un bilan sérologique de contrôle et que je retrouve que l'antigène HBE revient positif, sans aucun doute, il s'agit bien d'une hépatite virale B chronique. Et aussi devant la persistance à lui seul de l'antigène HBS au-delà de 6 mois. Nous avons un autre élément, les transaminases, les ALAT et les ASAT, quand elles sont élevées au-delà de 6 mois. Vous comprenez pourquoi? Parce que le virus est toujours présent dans le foie, il est toujours en train de détruire les hépatocytes. Par conséquent, c'est en faveur du caractère chronique de l'hépatite. Hélas, quand on dit hépatite chronique, c'est vrai que dans 40% des cas, c'est une hépatite chronique persistante, c'est-à-dire qu'on a le virus, il y a de l'activité, mais elle n'est pas très importante. Il y a également un portage chronique ça, c'est-à-dire c'est un portage chronique sans réplication virale importante, sans provoquer des troubles fonctionnels hépatiques. Mais par ailleurs, nous avons l'hépatite chronique active, comme le nom le dit, c'est-à-dire il y a réactivité virale, activité virale et par conséquent destruction hépatocytaire qui peut bien sûr aboutir à un tableau clinique catastrophique. Cette hépatite chronique active, elle peut évoluer vers une cirrhose, laquelle à son tour évolue vers un carcinome hépatocellulaire. Là aussi, j'ai eu des patients qui étaient au stade de cirrhose et c'est dramatique. Vraiment, leur foie était dur, c'était de la fibrose pure. Et d'ailleurs, parmi lesquels 2 patients, je ne les ai jamais plus revus, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils deviennent. J'ai eu à voir également des cas de cancer du foie suite à l'hépatite virale B. Donc, sachez que une étude qui a porté sur 602 malades porteurs d'une hépatite chronique suivie, 31 ont développé un cancer primitif du foie. C'est pas rien quand même. Hein. Sur 602, 31 patients atteints du cancer du carcinome hépatocellulaire. Moi, je trouve que c'est un bilan très, très lourd, d'autant plus que les 3 quarts sont morts 17 mois en moyenne après le diagnostic, évidemment. Maintenant, il y a la greffe du foie, d'accord, mais ce n'est pas toujours une réussite et c'est pas toujours, et les portes ne sont pas ouvertes à tous, il faut attendre, il faut attendre son tour, il faut trouver un bonheur, il faut, et là, donc il faut tenir que le cancer du foie a un mauvais pronostic. Voilà, donc quelques coupes hépatiques. Vous voyez, vous savez, le cancer est noirci, hein, c'est des lésions noirâtres au plan macroscopique. Donc, vous voyez l'hépatocarcinome hépatique, son aspect, voilà. Maintenant, quels sont les éléments de diagnostic? Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui. Oui. Oui? Oui? C'est bon? J'espère que vous n'êtes pas en train de somnoler. Hein? Oh. J'espère que vous n'êtes pas en train de somnoler. Alors, vous suivez. Sûr? Sûr? Oui, oui. Sinon, je serais déçue, honnêtement. Hein? Sinon, je serais déçue. Oh. D'accord? Alors, faites un effort, il ne reste pas beaucoup. C'est vrai que Sûr. Comment? Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Bien. Donc, là, pour les marqueurs sérologiques, il faut savoir que le premier marqueur, pour l'hépatite B, on a plusieurs marqueurs sérologiques. On en a 5. L'antigène HBS, l'antigène HBE, les anticorps anti-HBE, les anticorps anti-HBC et les anticorps anti-HBS. Bien sûr, l'antigène HBC, on ne le retrouve jamais dans le sérum. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Voilà, il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé. Merci. Donc là, évidemment, le premier marqueur sérologique qui apparaît, c'est l'antigène HBS. Et lui, il n'apparaît qu'un mois après la contamination. Suivi 15 jours après, donc 45 jours au total après la contamination de l'antigène HBE en jaune. Donc vous avez le premier marqueur, c'est l'antigène HBS, qui apparaît un mois, comme vous le voyez, un mois après la contamination. Et 15 jours après, nous avons l'apparition en jaune de l'antigène HBE. Évidemment, l'antigène HBS, il apparaît, le taux augmente, il atteint le maximum, après il chute pour disparaître. Là, il disparaît en moyenne à partir du 3e mois, d'accord? Et là, évidemment, c'est un signe de bonne évolution.
quand l'antigène HBS chute et il va disparaître, c'est une évolution favorable. Pourquoi? Parce que tant que l'antigène HBS persiste, on a bien dit, au-delà de 6 mois, cela veut dire que c'est une hépatite chronique. Donc, lorsque l'antigène HBS disparaît, c'est un élément de bon pronostic en faveur de la guérison de l'hépatite virale B aiguë. Le deuxième marqueur sérologique, c'est l'antigène HBE. Évidemment, l'antigène HBE, il apparaît après l'antigène HBS, il ne tarde pas longtemps, il disparaît quand il y a une bonne évolution. Mais sa persistance, comme je l'ai déjà dit, je le répète, constitue un élément de mauvais pronostic. Cela veut dire que s'il est présent, cela veut dire que le virus est en train de se multiplier et par conséquent, cela veut dire que c'est un élément en faveur du caractère chronique de l'hépatite B. Maintenant, pour les anticorps, évidemment, l'anticorps anti-HBC, ce sont les premiers anticorps à apparaître, ils sont constants, ils sont permanents. Quand vous le constatez, bien sûr, il y a le type IgM, le type IgG, mais peu importe, le plus important, c'est que leur taux, il est constant à vie. Et les anticorps anti-HBS, c'est les derniers à apparaître. Ils apparaissent lorsque l'antigène HBS a disparu. Lorsque l'antigène HBS disparaît, il laisse la place aux anticorps anti-HBS. Alors, nous avons deux types d'anticorps qui persistent, qui restent longtemps, c'est les anticorps anti-HBC et les anticorps anti-HBS. Quand ils sont présents tous les deux, cela témoigne d'une immunité post-maladie. Contrairement à l'immunité post-vaccinale, nous n'avons que les anticorps anti-HBS. D'accord? Donc, lorsque nous avons les anticorps anti-HBS et les anticorps anti-HBC, on déduit que l'immunité est acquise post-maladie. C'est quelqu'un qui a fait une hépatite B aiguë et qui est guéri, il est immunisé. Lorsqu'on retrouve que les anticorps anti-HBS, il s'agit d'une immunité post-vaccinale. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. OK. Pas de questions sur les marqueurs sérologiques? Vous n'avez pas de questions? C'est bon? C'est bon? OK. Donc là, et évidemment, nous avons, je ne peux pas ne pas vous en parler, lorsqu'on a, pour la B, on a la facilité dans le diagnostic de l'hépatite B chronique par les marqueurs sérologiques, on peut confirmer qu'il s'agit d'une hépatite B chronique. On l'évoque et on est sûr. Quand il y a au-delà de 6 mois l'antigène HBS positif ou l'antigène HBE, c'est sûr que c'est l'hépatite chronique. Mais actuellement, avec l'évolution technologique, on a la polymérase chain reaction, la PCR, on l'a fait bien sûr, on l'a fait. Donc il y a l'examen qualitatif. L'examen qualitatif, c'est la recherche, puisqu'on a vu que le virus B, c'est un virus à ADN. On cherche du matériel ADN du virus et nous avons également l'examen quantitatif qui permet de donner la charge virale. Évidemment, la valeur seuil, elle est de 10 000 copies par millilitre. Une unité, c'est 5 copies. Et là, ça permet, pourquoi au fait on demande la PCR, malgré la présence des marqueurs sérologiques qui confirment le caractère chronique de l'hépatite, la PCR, elle permet de poser l'indication thérapeutique. Évidemment, on ne traite pas tous les cas des hépatites chroniques B. Vous l'avez très très bien vu. Pourquoi? Parce qu'il y a des hépatites persistantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réplication virale, il n'y a pas d'activité virale, et par conséquent, ce n'est pas la peine de faire subir un traitement aussi lourd. C'est de la chimiothérapie. Les antiviraux, c'est de la chimiothérapie qui ont beaucoup d'effets secondaires et parfois on est amené à arrêter le traitement. D'ailleurs, j'ai eu quelqu'un qui avait une hépatite chronique très, très, très importante. Il y avait une activité importante et malheureusement, il avait fait une thrombopénie très sévère. Il saignait de partout. Ils étaient dans l'obligation d'arrêter immédiatement le traitement. Donc là, de un, c'est un traitement qui est coûteux, qui est cher au plan coût financier. De deux, c'est des médicaments très lourds qui ont beaucoup d'effets secondaires. Comme je l'ai dit, c'est de la chimiothérapie, c'est des antiviraux. Et parfois, on est obligé d'arrêter. Et de trois,
qui dit traiter ne veut pas dire aboutir à la guérison inévitablement. Les traitements antiviraux, c'est vrai que maintenant on parle de guérison, mais surtout, ils permettent une réplication virale prolongée. Une réponse virale prolongée, excusez-moi, c'est-à-dire qu'on diminue au maximum la charge virale et on ralentit au maximum l'évolution de la maladie. C'est bon pour la B? Je peux passer à la C? Je peux passer à la C? Vous n'avez pas de questions? Oui. D'accord. D'accord. Alors, pour l'hépatite virale C, le virus C, il a été identifié en 89. D'ailleurs, vous allez le voir, les tableaux des maladies professionnelles, on parle de l'hépatite non A, non B. Parce qu'avant, on ne savait pas, on ne connaissait pas le VHC. Il a été découvert en 89, c'est-à-dire c'est les années 90. On peut considérer que c'est assez récent. D'accord? Alors, c'est un virus qui a une enveloppe lipidique, comme vous le constatez. L'enveloppe, c'est une enveloppe à ARN, contrairement au VHB, c'est une enveloppe à ADN. Et malheureusement, le taux de mutation est élevé. Ça fait rappeler le Covid, le SARS-CoV, le coronavirus. C'est la raison pour laquelle jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'accord, ça donne vraiment à réfléchir. Ils n'ont pas pu produire de vaccin. Je pense que j'ai transmis un message que vous avez bien compris. Depuis 90, il y a ce fameux VHC qui est mortel puisqu'il donne un cancer du foie, une cirrhose du foie. Et malheureusement, à ce jour, aucun vaccin n'est disponible dans le monde entier parce que c'est un virus qui a une capacité de muter, une capacité importante de mutation. 6 génotypes et 16 sous-types sont identifiés à ce jour. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Et en Algérie, les génotypes les plus fréquents, c'est le M, 2, 3 et plus particulièrement le MB qui constitue 73% des cas. L'OMS compte 170 millions de porteurs chroniques et 3 à 4 millions de nouveaux cas par an. Donc, vous voyez très très bien que la prévalence mondiale, elle est relativement importante. On parle de 3%. C'est vrai, si on prend 3%, on se dit que c'est une maladie qui n'est pas très très fréquente. Mais quand on sait que plus de 80% des cas évoluent vers la chronique, là, bien sûr, la sonnette d'alarme est tirée. En Algérie, par exemple, et j'ai eu quelques données à travers l'Agence nationale de sang, vous savez très très bien que maintenant, les donneurs de sang, systématiquement, le sang donné, il est bilanté, il est analysé systématiquement par rapport à tous ces agents environs, notamment le VHC. Et là, en 2003, en 2004, en 2005, regardez les prévalences du sang qui était contaminé par le VHC. Mais si on trouve certaines enquêtes qui sont menées chez les populations pour lesquelles le dosage, la recherche des anticorps anti-VHC a été retrouvé, pour certaines, il arrive jusqu'à 7,93%, c'est pratiquement 1,8%. On ne peut pas considérer que le taux est très faible, donc ce n'est pas grave. Si je prends la prévalence, elle va en moyenne, elle est de 3,43%, je peux dire 3,5%, d'accord? Mais chez les donneurs de sang seulement, hein, chez les donneurs de sang, je dis bien. Donc, vous imaginez à peu près que la prévalence, en effet, elle peut avoisiner les 8%. Et si on prend les données de la littérature, la prévalence de l'hépatite C chez le personnel soignant témoignerait pour certains auteurs d'un risque professionnel, d'autres ne trouvent pas de différence entre les professionnels de la santé et la population en général. C'est-à-dire que tout le monde est exposé de la même façon et on parle d'une prévalence de 2 à 3%, pouvant aller jusqu'à 10% lorsque le sujet source a une charge virale très importante. Mais là, moi, ce que je vous dis, c'est que le fait que cette hépatite n'a pas de prophylaxie active, c'est-à-dire de vaccination, le risque reste là, il est présent et il faut bien sûr l'évoquer face à un professionnel de la santé qui présente, comme je vous ai dit, une asthénie ou bien une notion d'accident d'exposition au sang récent ou carrément un ictère ou quelle que soit la perturbation qu'il présente.
Maintenant, c'est la même chose, le risque nosocomial est là, donc il y a des chirurgiens qui transmettent en série la maladie à leurs soignants et vice-versa. Mais chez nous, ce qui m'a un petit peu déçue, une fois, j'ai eu à prendre une parente d'un personnel chez nous en charge et il s'est avéré qu'elle a fait une hépatite C. Et elle nécessitait des soins dentaires. Elle avait fait une rage de dents et tout. Et moi, en pensant bien faire, j'avais mis un certificat médical informant le chirurgien dentiste que la patiente est contaminée par le VHC pour qu'il renforce ses mesures de prévention. Ma grande surprise, quand la patiente est revenue me voir pour me dire, docteur Akif, les dentistes ont refusé de me prendre en charge. À chaque fois qu'ils lisent la feuille que vous m'avez donnée, ils me disent, désolé, mais on ne peut pas vous prendre en charge. Alors, voyez le comportement tordu. Au lieu de se protéger davantage, de renforcer les mesures de prévention, il refuse d'apporter les soins à une malade qui est contaminée par le VHC. Et là, je me dis, où est la place de l'éthique médicale quand on refuse d'apporter des soins à un patient? C'est très, très grave. D'ailleurs, je ne vous le cache pas, chers collègues, à dater de ce jour-là, j'avais pris une autre attitude dans ma façon de travailler. Je n'informe plus les collègues d'une éventuelle contamination de leurs soignants. De leurs soignants. Je préfère m'abstenir. Voilà. Je ne les informe pas. Maintenant, si eux, ils arrivent à poser le diagnostic ou à s'informer, c'est autre chose. Maintenant, l'hépatite C, elle a une autre difficulté. Non seulement il n'y a pas de vaccin à ce jour dans le monde entier pour la prévenir, mais aussi elle évolue dans plus de 80% des cas d'une façon asymptomatique. Elle apparaît, mais elle est asymptomatique. La personne ignore qu'elle est contaminée par le VHC. Et là, bien sûr, un autre élément, c'est que dans la majeure partie des cas, dans plus de 80% des cas, elle évolue vers la chronicité. Donc, c'est une hépatite pour laquelle il n'y a pas de vaccin. C'est une hépatite qui évolue d'une façon asymptomatique et c'est une hépatite qui évolue dans plus de 80% vers la forme chronique. Donc, tout ça constitue des éléments importants qui doivent nous obliger, en qualité de médecin, à prendre les mesures nécessaires et sensibiliser sur la nécessité de respecter les précautions d'hygiène standard pour éviter une éventuelle contamination directement ou indirectement. Là, bien sûr, nous avons l'hépatite active, chronique active, qui à son tour, comme je l'ai dit, comme la B, évolue vers la cirrhose dans 20 à 30% des cas et la cirrhose à son tour évolue vers un carcinome hépatocellulaire. Mais il faut savoir une chose, on n'est pas obligé de passer par la cirrhose pour finir avec un cancer. On peut d'emblée développer un carcinome hépatocellulaire sans passer par la complication cirrhose. Nous avons d'autres facteurs qui favorisent bien sûr l'installation de la cirrhose. On a l'âge. Le sujet âgé est considéré comme étant un sujet fragile, et ça vous le savez, même pour la COVID-19, le sujet âgé, c'est un facteur, l'âge c'est un facteur de vulnérabilité, la consommation d'alcool, la co-infection par d'autres virus, notamment celui de l'immunodéficience humaine, l'HIV, et quand il y a une co-infection par le VHP. Effectivement, un patient peut faire une hépatite virale C alors qu'il est en train de faire également une hépatite virale B ou qu'il a déjà fait une hépatite virale B. Là, sur cette représentation schématique, vous allez retrouver toutes les évolutions et l'histoire naturelle de l'infection. Donc, depuis l'infection aiguë, quand elle évolue vers la guérison, quand elle évolue vers la chronique asymptomatique, la chronique active, à son tour, elle va évoluer vers la cirrhose et vers le carcinome hépatocellulaire. Il est vrai qu'il y a, comme je l'ai dit, la greffe du foie, surtout quand il s'agit d'un sujet âgé, mais la procédure est très très lourde. C'est pour ça l'idéal, c'est de prévenir sans installation et sans apparition.
Maintenant, si je tiens compte des marqueurs sérologiques pour l'hépatite virale C, nous avons un seul marqueur sérologique, c'est les anticorps anti-HVC. Évidemment, les anticorps anti-HVC, c'est le seul marqueur sérologique qui est présent. Ce positif, c'est à 8 semaines après. Mais ce qui est très important à retenir, c'est que sa positivité ne signifie pas que le sujet est immunisé, qu'il est protégé. La présence de ce marqueur sérologique qui est les anticorps anti-VHC nous renseigne sur un seul fait, c'est que cette personne a été contaminée par le VHC, sans plus. Mais en aucun cas, il nous renseigne sur le mode évolutif de l'hépatite. Nous ne pouvons pas considérer un patient guéri parce qu'il a développé ses anticorps anti-hépatite virale C. D'accord? C'est la raison pour laquelle, contrairement à l'hépatite B, la PCR est plus qu'indiquée. Nous devons la faire systématiquement au 6e mois, à la recherche donc de l'ARN du VHC, puisque c'est un virus à ARN. Si le test qualitatif revient positif, c'est-à-dire l'ARN du VHC est là, cela veut dire que le virus est là et cela veut dire qu'il s'agit d'une hépatite chronique. Maintenant, évidemment, par ailleurs, et quand l'hépatite C est confirmée qu'elle est chronique, donc par la détection de l'ARN du VHC, inévitablement, le test quantitatif est réalisé, donc il nous donne la charge virale qui permet évidemment de poser l'indication thérapeutique et de préciser la durée du traitement. Maintenant, nous avons des outils diagnostiques communs aux hépatites B et C. Là, on l'a vu, c'est le dosage des transaminases, les ALAT. Le syndrome de cytolyse peut être absent au moment de la phase aiguë de la maladie, bien sûr, surtout pour la C. Il faut faire très attention. Mais l'hypertransaminasémie, donc quand il y a le syndrome de cytolyse hépatique, c'est un élément en faveur du diagnostic. Mais aussi, il faut retenir qu'une valeur normale ne peut éliminer le caractère chronique de la maladie. Surtout pour l'hépatite C, parce que les ALAT, elles sont fluctuantes. Elles montent, après elles vont se normaliser, après elles remontent, après elles vont se normaliser, et ainsi de suite. Donc là, dans la surveillance de l'hépatite B ou C, il est très important, surtout pour la C, parce que pour la B, on a les marqueurs sérologiques qui nous permettent plus ou moins de voir le mode évolutif. Quand déjà, comme je l'ai dit, l'antigène HBS disparaît, quand l'antigène HBE disparaît, déjà on se dit, tiens, c'est une très bonne évolution, apparemment l'évolution est favorable et elle évolue vers la guérison. Mais pour l'hépatite C, on n'a pas un indicateur sérologique qui nous permet de voir à peu près. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à demander à chaque fois qu'il faudra le bilan hépatique et particulièrement le dosage des transaminases. Et encore, je le redis, une valeur normale n'élimine pas la probabilité, l'éventualité d'évolution vers la chronique. Mais quand au 3e, 4e mois, on trouve les transames élevés, il est clair qu'il s'agit bien d'une hépatite C chronique. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai pris en charge Amy Brewer et quand j'ai refait une sérologie, j'avais retrouvé les anticorps anti-VHC positifs, le bilan hépatique, les transames valeur limite, c'était 28 unités, le labo limite supérieur c'était 25. Et j'ai dit, elles ont chuté par rapport au premier bilan. Il était content parce qu'il avait un médecin qui l'avait rassuré. Et je me rappelle lui avoir dit cela. J'ai dit, écoutez, on ne peut pas crier victoire maintenant. Moi, je ne peux pas. J'ai dit, je ne peux pas vous dire. J'ai dit, vous allez me refaire ce bilan un mois après. Et bien, ma grande surprise, c'est que quand il l'avait refait, les transames étaient encore élevés de nouveau. Et en effet, il a fini en gastro, il est sous traitement antiviral. Là, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas se baser vraiment. Quand les transames sont élevés, c'est clair, on peut se prononcer. Mais quand les transames sont normales, il ne faut pas crier victoire, il faut refaire et refaire. Maintenant, nous avons un autre examen. Alors, vous savez, il est maintenant de moins en moins fait. C'est la ponction biopsique hépatique. La PBH, c'est vrai que c'est un geste qui est invasif. Parfois,
on provoque des petites hémorragies. Parfois, on fait un prélèvement, ce n'est pas la bonne place au niveau du foie. Mais c'est un examen clé dans le diagnostic de l'hépatite chronique. Oh là là. La PBH, elle est nécessaire parce qu'elle nous donne, en fait, il y a un score, je vous le montre de suite, regardez, c'est le score de Métavir que vous connaissez déjà. Alors, vous avez la fonction biopsique du foie, elle nous donne le score, il y a l'activité et la fibrose. L'activité, c'est gradé de A0 à 3, pardon, et la fibrose de F0 à F4. Et là, en fonction de ce qu'on retrouve comme lésion en anapathe, bien sûr, la lecture est faite dans les services d'anapathe, on fait un petit prélèvement du foie, on fonctionne, donc c'est la biopsie du foie, et on a le résultat en stock. Maintenant, je vous ai dit, c'est une technique c'est un examen qui n'est pratiquement plus demandé. Pourquoi? Parce que les choses ont évolué. On a le fibrotest et l'actitest, et on a aussi le fibroscan qui sont disponibles, qui se font dans les labos. Et le fibroscan, il est disponible. Le service de gastro de Mustapha est doté du fibroscan. Donc, je parle d'abord du fibrotest et l'actitest. Donc, c'est un marqueur biologique. Il se fait grâce à un prélèvement sanguin. Au lieu d'aller hospitaliser, faire une petite anesthésie, faire une biopsie du foie, parfois il y a des hémorragies, parfois il y a surinfection, parfois on ne tombe pas sur le bon fragment, et puis l'attente de la lecture. Tout ça, c'est quand même des petits inconvénients. Alors que là, c'est un prélèvement sanguin. Les index calculés à partir des dosages de 5 marqueurs indirects de la fibrose, la alpha-2 macroglobuline, l'aptoglobuline, la polypoprotéine A1, la bilirubine totale et les gamma-GT. Voilà, donc on calcule un index et on a une valeur. Cette valeur, voilà, elle permet, donc comme vous le voyez, regardez, le test, voilà le fibrotest, il consiste en quoi? Et après, en fonction, regardez, ça va de 0 à 0,25, à 0,50, 0,75 et 1. Évidemment, en parallèle, nous avons la lecture donc, qui se fait en fonction des valeurs. Voilà le fibrotest. La première colonne à gauche, d'accord, il y a le fibrotest. Et la deuxième colonne, c'est le score de Métavir. Et nous avons les autres scores, Ishaq et Kendall. Donc là, c'est les autres, comme le score de Métavir, c'est l'anapathe, mais nous avons le fibrotest. Donc en fonction, comme vous le voyez, là je vous montre ici, en fonction des valeurs que vous avez, nous avons le score, selon le score de Métavir, par exemple 0,32 et 0,48, ça veut dire F1, F2. Et si je prends le score de Métavir, F1, F2, c'est-à-dire il y a de la fibrose. Donc déjà, on est à un stade pas très très avancé, pas le stade de cirrhose, mais il y a de la fibrose avec des rares septa, puisqu'on a parlé de F2. Voilà. Donc c'est un examen très facile. Et par ailleurs, nous avons le fibroscan. Donc le fibroscan, comme le nom le dit, c'est un scanner de la fibrose. Donc on a une sonde qui permet de mesurer l'élasticité. Vous avez vu que le foie est très mou, il est très élastique, mais plus il y a de la fibrose, plus il durcit. Donc c'est une sonde qui va nous permettre, bien sûr, de mesurer l'élasticité du foie. Et là, c'est en kilopascal. Vous avez donc les valeurs. La fibrose supérieure ou égale à 2, nous avons le fibroscan supérieur ou égal à 7,1. Quand la fibrose est supérieure ou égale à 4, on a le fibroscan qui nous donne une valeur supérieure ou égale à 12,5. Évidemment, j'aimerais vous dire que le fibroscan, c'est vrai qu'il n'est pas très, très fiable. En fait, il n'est pas très, très fiable, mais quand on doute, il permet encore, c'est un élément encore qui vient renforcer le diagnostic de l'hépatite C chronique. Voilà. Maintenant, pour le traitement, j'ai préféré vous parler dès le début. Alors, le traitement des hépatites, il y a eu une conférence de consensus en 1997, il y a eu une conférence de consensus en 2002. À l'époque, les antiviraux ont été très utilisés, mais on se posait la question quel est leur intérêt. Et je vous avais dit qu'on aboutissait surtout à une réponse virologique prolongée, c'est-à-dire c'est ralentir l'évolution et évidemment gagner dans le temps et freiner la réplication virale.
Mais les dernières années, on parle de guérison. Donc, depuis quelques années, il y a eu de nouvelles molécules, de nouveaux antiviraux, et on parle de guérison. Il y a des patients qui sont totalement guéris. C'est vrai, ils ne sont pas à l'abri de récidives, de rechutes, mais il y a guérison. Et un événement récent, d'ailleurs je l'ai reporté, on parle même de la possibilité de la réversibilité de la cirrhose en relation avec le VHB et ou le VHC. Ça, donc c'est un groupe de chercheurs suisses qui ont publié cette donnée qui est assez récente et j'ai tenu à vous la rapporter. De toute façon, dans le Polycope que je vais vous remettre, vous allez retrouver toutes les références bibliographiques. Maintenant, en 2018, il y a eu donc des recommandations par rapport au traitement de l'hépatite C, qui constitue donc un potentiel additionnel très 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 important. Et en Algérie, au début, on sélectionnait, d'accord, l'indication thérapeutique, et là, en 2018, donc depuis 2016 d'abord, on avait dit qu'il faut procéder au traitement de tous. Et là, effectivement, il y a eu donc cette instruction relative à la prise en charge de l'hépatite virale chronique C. Et par ailleurs, nous avons également une autre instruction qui date de 2018. Elle est relative à la prise en charge des patients atteints d'hépatite virale C. Un nouveau protocole thérapeutique de prise en charge basé sur l'association congénotypique de deux antiviraux directs. Alors, regardez, moi j'ai tenu quand même à vous mettre là, pardon. Regardez, à l'époque, on n'avait que la ribavirin et l'interféron pégylé. Je vous ai laissé l'ancien schéma. Pourquoi j'ai préféré vous laisser l'ancien traitement, l'ancien schéma? Parce que vous pouvez recevoir des patients qui vont vous donner cette information. Au moins que vous sachiez que c'est les anciennes molécules, qui étaient d'ailleurs uniques, seules à l'époque. Mais maintenant, nous avons, comme je l'ai dit, de nouvelles molécules. Nous avons cette instruction qui précise qui traiter. Les patients chroniques à traiter, qui précisent les doses. Donc, je vais aller vite parce que vous pouvez éventuellement prendre les instructions et les lire à tête reposée. Ce n'est pas le plus important, puisque d'autant plus que nous ne sommes pas appelés à prendre en charge au plan thérapeutique les patients. Vous savez, moi, je prends en charge le volet suivi diagnostic, mais quand j'arrive au diagnostic de l'hépatite chronique, donc je fais la PCR aussi, la charge virale m'est faite, le génotype aussi, je le demande, puisque le traitement dépend du génotype, mais dès que j'arrive à ce stade, bien sûr, je donne la main aux services spécialisés dans le traitement des hépatites, les services de gastro particulièrement. Moi, je travaille beaucoup avec Gastro Mustafa, le professeur Debzi. Bon, c'est vrai qu'il y avait le défunt qui était responsable des hépatites, mais là, moi, j'ai toujours travaillé avec le professeur Debzi. Dans chaque hôpital, il y a Bebelwed aussi, à l'Institut Pasteur, vous avez des services spécialisés dans la prise en charge des hépatites virales. Ne pas hésiter. Donc, je vous dis, vous voulez prendre en charge, mais quand vous arriverez au stade de la PCR, des résultats avec la charge virale et génotypage, il faut donner la main au médecin spécialiste chargé du traitement. Voilà, donc les analogues nucléotidiques qui ont une très bonne réputation, qui constituent les principaux antiviraux de base pour le traitement des hépatites, le tenofovir, qui a toujours été l'interféron pégylé, qui était le premier. Avant, c'était que l'interféron. Il a été amélioré, c'est l'interféron pégylé. Et là, évidemment, c'est disponible, c'est plus disponible qu'avant. C'est un grand acquis parce qu'à l'époque, vous savez, la liste d'attente était très, très longue. Il fallait intervenir et les malades attendaient qu'on les appelle, attendaient leur tour et la liste était très longue. Et peu de services, il n'y avait pas autant de services qui prennent en charge le traitement, mais maintenant, il y a quand même des progrès qui ont été faits dans ce sens-là. Et là, donc, pardon, c'est pas le Covid, ne vous inquiétez pas. J'ai ouvert, c'est un peu le courant d'air. Donc là, évidemment, le traitement, la durée dépend et vous avez les principales indications, les malades qu'il faut traiter quand il y a l'hépatite virale B. Vous avez la monothérapie, on peut la donner, les analogues à proposer. Et là, je vous ai mis le traitement
l'ancien traitement. Voilà, il y a des molécules donc disponibles, des antiviraux disponibles en Algérie. Les voici. C'est un pas en avant. Mais je vous dis, l'inconvénient de ces traitements, c'est des traitements très très lourds. Et parfois, moi, j'ai vu des malades, chez qui certains étaient obligés de réduire la dose. Alors, on met on dit voilà, nous sommes tenus de passer à la moitié du schéma. Alors, moi, la question que je me pose, je me dis, mon Dieu, on fait subir tout ça pour un patient. C'est comme la chimiothérapie d'un cancer. Si une molécule manque ou bien la dose n'est pas bien respectée, vous savez, le résultat n'est pas sûr. Déjà, quand le traitement, le schéma est complet avec dose complète, le résultat n'est pas sûr. On n'est pas à l'abri des récidives, on n'est pas à l'abri de localisation secondaire. Et qu'en est-il lorsque il y a un problème dans le dosage ou dans le schéma thérapeutique lui-même? Mais il faut prendre en charge ces patients, ces travailleurs victimes de ces affections. Il faut prendre le temps de les suivre et de les confier dans des services spécialisés. Voilà les conseils que je vous donne. Est-ce que c'est clair pour l'hépatite C et B? Chers collègues, Oui. Oui, chers collègues, est-ce que Oui. c'est bon? C'est bon? Pas de questions? Alors, je continue. L'hépatite virale, le Oui. delta. Alors, vous savez, le virus delta, comme je l'ai mis, regardez, virus défectif du virus, pardon, B, j'ai oublié le B. C'est virus défectif du virus B. C'est-à-dire, il ressemble au virus B, au VHB, mais il est défectif. Il y a quelque chose qui lui manque. En effet, pour le virus delta, on retrouve l'antigène HBS de surface. Pour le virus delta, on retrouve l'antigène delta et on retrouve un ARN sans enveloppe. Voilà de quoi il est composé. Le virus delta est composé de l'antigène de surface antigène HBS, du VHB, de l'antigène delta et de l'ARN sans enveloppe. D'ailleurs, au plan clinique, on parle soit de la co-infection delta, soit de la surinfection delta. C'est-à-dire, un sujet ne peut pas faire une delta s'il n'a pas rencontré le VHB. Voilà, ça c'est très important. Soit il rencontre les deux virus en même temps, donc là on parle de co-infection, donc il y a une infection, primo-infection simultanée, B et delta. En même temps, le travailleur il fait une hépatite B et une hépatite delta. Ou bien il s'agit d'une surinfection delta, c'est-à-dire primo-infection delta chez un porteur chronique du VHB. C'est quelqu'un qui fait une hépatite B, vient se greffer le VH delta. D'accord? Donc, un sujet, ne peut pas faire une hépatite virale delta sans qu'il n'ait fait ou qu'il ne fasse en même temps une B. Voilà ce qu'il faut retenir. D'ailleurs, pour le diagnostic, les marqueurs sérologiques que nous demandons, nous avons l'antigène HBS de surface, l'antigène delta, les anticorps anti-hépatite virale delta, et on peut demander aussi l'ARN du VH delta, mais on ne la demande pas. Donc là, nous avons l'antigène et les anticorps du VH delta, mais nous avons également l'antigène HBS. Et là, nous pouvons évoquer le diagnostic d'une hépatite virale delta devant l'antigène HBS négatif. OK? Il faut qu'il soit positif pour qu'ensuite on peut demander les autres marqueurs. Pour l'hépatite virale G, alors le virus GB et virus de l'hépatite G, c'est la Grande-Bretagne, on dit comme ça, virus VHG, c'est le virus ARN, il appartient à la même famille que le VHC, des flaviridés. Maintenant, aux USA, la prévalence elle est de 2%. Il apparaît surtout, c'est les sujets qui sont déjà infectés par un virus transmissible par le sang, le VHC, le VHB et le VIH. C'est comme si on ne peut pas évoquer le G sans qu'il y ait le VHB, le VHC ou le VIH. La transmission, elle se fait par voie parentérale, bien sûr, pour le VHC et le VHB. L'infection, elle est plus symptomatique
et passage à la chronicité. C'est comme le VHC, sauf que pour le traitement antiviral, à ce jour, on ne parle pas vraiment de l'hépatite virale G. Moi, j'en ai pas vu. Je ne sais même pas si à l'Institut Pasteur, on fait les marqueurs sérologiques de l'hépatite. J'ai demandé il y a 2 ans, ce n'était pas disponible. Cette année, depuis la Covid, je n'ai pas demandé, je ne peux pas savoir, mais cela m'étonnerait. Maintenant, bien sûr, ce qui est difficile, donc on a vu le traitement, on a vu la clinique, on a vu les marqueurs sérologiques, on a vu l'évolution, reste le problème de l'aptitude. On est des médecins du travail, parmi nos prérogatives, on se prononce sur l'aptitude des patients porteurs du VHB ou du VHC. Et là, il n'y a aucun texte réglementaire en Algérie, même en France, même, il y a quelques pays où il y a contre-indication au travail quand on est contaminé par le VHB et le VHC. Mais en Algérie, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun texte réglementaire qui interdit à un professionnel de la santé porteur chronique du VHB ou du VHC de ne plus avoir le droit d'exercer. Voilà. Cependant, nous, en tant que médecins du travail, notre conscience professionnelle nous interpelle, d'autant plus que nous avons vu ensemble que les médecins, les personnes, quelle que soit leur catégorie, peuvent transmettre à leurs patients, et les données des revues de la littérature l'ont bien démontré, les publications également vont dans ce sens. Il est très important de tenir compte de 2 paramètres. Le statut sérologique du soignant. Quand on dit le statut sérologique, c'est-à-dire la charge virale, est-ce que c'est vraiment une hépatite chronique active, la charge virale très importante, il répond mal au traitement, à ce moment-là, on se dit qu'il est fortement contaminant. Et surtout aussi, la nature exacte des actes effectués. Par exemple, le médecin du travail qui est porteur chronique du VHC, ce n'est pas la même chose qu'un chirurgien, ce n'est pas la même chose qu'une sage-femme, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui travaille dans un service d'hémodialyse, qui est infirmier, qui place des kits et d'hémodialyse de gros calibre. Donc là, il faut tenir compte. Et après, c'est du cas par cas. Moi, dans mon parcours, j'ai eu parmi les travailleurs que j'ai pris en charge, j'en ai pris j'en ai vu plusieurs cas, plus de 260 cas. Et puis là, vous savez, parmi ces derniers, il y a 2 personnes qui m'ont marqué par rapport à l'aptitude au travail. Il y a une chirurgienne dentiste. Une chirurgienne dentiste, alors elle devait partir en Jordanie. Son mari, qui était quelqu'un de haut placé, il est parti en Jordanie pour s'installer. Il a pris les enfants, donc il a préparé le terrain, il a fait toutes les démarches. Elle quitte son travail en Algérie, elle part en Jordanie. Et la grande surprise, c'est qu'avant d'être affectée à son poste de chirurgienne dentiste en Jordanie, on lui a fait une sérologie. Et cette sérologie était revenue positive. La chirurgienne dentiste ignorait qu'elle était contaminée par le VHC, jusqu'au jour où sa sérologie a été faite en Jordanie. Vous savez, dans l'immédiat, ils avaient prononcé l'inaptitude et ils l'avaient refoulée en Algérie. Ils lui ont demandé de quitter le pays et de ne pas avoir droit d'exercer en qualité de chirurgien dentiste. Alors, est-ce que vous voyez ce déchirement? C'est une personne qui avait plus de 20 ans d'ancienneté, d'expérience, qui était très compétente dans son domaine et qui du jour au lendemain voyait sa vie professionnelle se détruire et sa vie sociale se détruire. Parce que son mari et ses enfants ont quitté l'Algérie, ils étaient déjà partis installés là-bas. Et bien, vous savez, elle était en pleine dépression. C'est une personne qui m'a marquée et elle avait refusé. Elle m'a dit, maintenant ici, dans mon pays, parce que moi, en fait, je lui dis, ça fait rien, vous allez reprendre à travailler un petit peu, vous allez voir, peut-être après, vous allez partir, tenter de partir. Eh bien, elle-même, elle a refusé. Elle m'a dit, non, j'enlève le tablier, même pour les patients algériens. Le deuxième cas, c'est un chirurgien orthopédique, d'ailleurs, qui m'a enseigné, je me rappelle très très bien quand je fais mon module de traumato, c'était lui qui était responsable des étudiants et je me rappelle, c'était lui qui m'avait donné ma copie et ma note. Ma grande surprise, le jour où je l'ai reçu, dans le cadre de l'expertise médicale, il faisait une hépatite B chronique avec une charge virale importante et quelqu'un qui ne répondait pas au traitement. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, je préfère me retirer.
Je vous assure que ce jour-là, moi, j'ai pleuré parce que j'étais très peinée pour lui. Et il m'a dit, je préfère me retirer. Je n'aimerais pas que mes malades subissent et vivent ce que j'ai connu. Voilà. Donc là, c'est pour vous dire que parfois, c'est le travailleur lui-même qui vous dit, je ne veux plus travailler. À l'époque, il y avait la retraite anticipée, donc il avait opté pour la retraite anticipée. Il s'est retiré, il m'a dit, je préfère me reposer, rester chez moi parce qu'il ressentait une asthénie très, très, très importante. Voilà. Je ne peux pas parler de l'éthique médicale puisqu'on est en train de parler du devenir. C'est très difficile de prendre une inaptitude, même pour une autre pathologie. Regardez, quand on fait un changement de poste, d'ailleurs, moi je le dis toujours pour les résidents avec qui je travaille, il faut être avare dans la prescription des changements de poste. Parce que quand vous délivrez ce certificat, c'est une partie du travailleur qui s'éteint parce qu'il a acquis de l'expérience, il a acquis de la gestuelle professionnelle, il est imprégné d'un certain nombre d'habitudes et du jour au lendemain, il se retrouve ailleurs. Même quand c'est sa demande à lui, il faut être prudent, il faut faire très attention. Il est indispensable donc de sauvegarder les droits de l'homme et la dignité des personnes infectées. Le Code international d'éthique pour les professionnels de la santé au travail, il est là, il faut en tenir compte. Il faut tenir compte également du Code de déontologie médicale algérien. Je vous ai donné le décret sur lequel il se retrouve. Nous sommes tenus par le devoir de compétence, de disponibilité, de non-exclusion, du respect du secret médical, de servir les malades et nomme l'homme. Vous savez, une fois, je le dis au CPMC, il y a eu une personne qui a fait sa sérologie HIV qui est revenue positive. Vous savez, la pauvre, tout le CPMC est informé qu'elle était HIV positive. C'est grave, c'est très grave. Nous sommes tenus par le secret médical. Ce n'est pas parce que c'est un collègue qu'on va le chanter sur tous les toits. J'ai mené une campagne de dépistage en 2014, de dépistage de l'hépatite B et de l'hépatite C chez tous les travailleurs du CPMC. Eh bien, je vous assure, j'en ai eu des cas. J'en ai eu 14 ou 15 cas. Bon, il était douteux, je veux dire 15 cas positifs entre la C et la B. Personne, à ce jour, ne connaît les noms des travailleurs que j'ai diagnostiqués, que j'ai dépistés, hépatite B et hépatite C chronique, bien sûr. Je les ai adressés en gastro. Certains ont accepté de se faire traiter, d'autres non, mais personne, je les ai déclarés à la CNAS pour qu'ils ne perdent pas leur droit à la réparation, mais personne, je dis bien, en dehors du médecin qui m'a réalisé les sérologies, et moi-même, et deux résidentes parce qu'elles étaient aussi avec moi dans cette campagne de dépistage. Nous sommes tenus, je le redis, par le devoir de compétence. Quand je ne connais pas, je demande la disponibilité, la non-exclusion. Ce n'est pas parce qu'il est malade que je ne le reçois pas ou que je ne l'informe pas que je lui envoie son résultat dans une enveloppe. Du respect du secret médical, je n'ai pas à divulguer sa pathologie. On est là pour servir le malade, un homme, l'homme avec majuscule. Et ça, moi, je pense que c'est très, très, très important. Je termine donc bientôt par la prévention. Évidemment, d'abord, c'est la vaccination. Donc, veiller au respect de l'obligation vaccinale du personnel soignant contre l'hépatite virale B. Et vous le savez très, très bien que la vaccination a été rendue obligatoire depuis le 25 janvier de l'an 2000. Maintenant, évidemment, le schéma, donc c'est 0,16, c'est 2 doses à 1 mois d'intervalle et la troisième dose 5 mois après la deuxième dose. Par ailleurs, le deuxième grand volet de la prévention des hépatites, c'est le respect des précautions générales d'hygiène ou précautions standards. Elles doivent être applicables par tous les professionnels de la santé et l'employeur doit mettre les moyens nécessaires. Voilà, faire respecter également, bien sûr, les mesures, les précautions générales d'hygiène, c'est le port des équipements de protection, le port de gants, le changement de gants entre deux malades, le changement de gants entre deux activités. Bien sûr, quand on fait une activité propre et une activité sale, on ne peut pas enlever une sonde urinaire, déverser le haricot plein d'urine pour ensuite aller placer un traitement dans la perfusion.
il faut séparer, il faut enlever les gants, donc le changement de gants entre deux activités et le changement de gants entre deux patients, parce qu'au fait, un patient peut contaminer l'autre. Pour les précautions générales d'hygiène, le détail, il est fait dans le TD sur les AES. Voilà. La vaccination également. Nous avons l'élimination des déchets, c'est très important. Vous savez, dans notre habitude, on se précipite tous lorsque le geste professionnel, excusez-moi, je dois répondre. Oui, oui, allô? Oui, oui, oui. Là, je suis, pardon, je suis en train de faire court, je vous rappelle dans un moment. D'accord, merci. Donc là, excusez-moi, avec ce qui se passe, j'attends un coup de fil important, donc je suis obligée de répondre. Donc là, nous avons la loi de 2001 et nous avons le décret de 2003 pour l'élimination des déchets. Je disais, on s'intéresse à l'acte, on veut bien apprendre l'acte, on veut bien réaliser l'acte, mais dès qu'on termine, on s'en va et on laisse tout sur la table, le matériel sale. C'est vrai que maintenant, il y a les conteneurs, il y a beaucoup de progrès qui sont faits, mais il faut faire très important. En ce moment, nous sommes tous concernés par la vaccination anti-Covid. Il faut faire très attention, ne pas recapuchonner les aiguilles, les jeter directement dans les conteneurs. Tout le matériel, il faut le jeter dans le conteneur et il ne faut pas que ces conteneurs débordent. Il faut qu'ils soient hermétiquement fermés. Voilà ce que je voulais vous donner comme conseil. Nous avons la mise en place de dispositifs de prise en charge des AES, puisque les hépatites virales, elles se transmettent suite à un accident d'exposition au sang. 30 à 40% pour le VHP, 3% à 10% pour le VHC et 0,3% pour le VIH. Nous avons également l'instruction de 2005, du 6 juin 2005, que je vous demande et je vous invite à la lire, à la reprendre. Elle est relative à la prévention des accidents avec exposition au sang. Je la traite quand je fais le TD sur les AES, mais elle est aussi importante parce que vous avez les modalités de surveillance médicale. Évidemment, suite à un AES, il y a les premiers soins, il faut s'arrêter de travailler, il faut procéder à la désinfection, au lavage des mains, à la désinfection de la plaie, ou bien par voie cutanée ou bien au niveau des muqueuses. Il faut chercher à connaître le caractère infectant du liquide avec lequel on a été bien sûr contaminé, il faut faire les 3 sérologies, déclarer l'accident d'exposition au sang et il y a les modalités de surveillance selon bien sûr l'instruction. Il y a la prise en charge administrative, donc il faut faire respecter à la victime ses droits à la prise en charge, à la réparation et établir un suivi clinique, biologique et sérologique. Là, maintenant, il est très important de déclarer la maladie au titre du tableau numéro 45, voilà, qui répare les hépatites virales professionnelles. Et vous voyez, hélas, il n'a pas été actualisé depuis. Alors, on parle des hépatites virale à virus A et B et hépatite dite à virus non A non B. Donc, le mot hépatite virale C ne figure pas. Donc, il fait partie des hépatites non A non B, hélas. Vous avez la cirrhose post-hépatique et, comme vous le constatez, le carcinome hépatocellulaire ne figure pas, mais ce n'est pas une raison, vous pouvez le déclarer comme aggravation quand vous êtes à ce stade-là par rapport à vos patients. Et là, bien sûr, la liste, elle est limitative, elle n'est pas indicative, mais heureusement qu'on met tous travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement, l'emploi du sang, tous travaux mettant en contact avec les produits pathologiques provenant des malades ou des objets contaminés par eux. Et c'est là où on retrouve que ce tableau, il couvre toutes les catégories professionnelles, même celles qui sont indirectement exposées. D'accord? Donc, il faut pas être avare dans la déclaration, déclarer tous les cas des hépatites qui se posent à vous. Il serait souhaitable, moi je le dis, je ne peux pas ne pas en parler, de mettre en place un système de réparation complémentaire des maladies professionnelles d'une façon générale. Et l'information et la formation des personnes, il faut les informer des risques auxquels ils sont exposés. Vous savez, les agents des collectes des déchets, je parle des éboueurs, les pauvres. Vous savez, d'ailleurs, le malade que j'ai pris dernièrement en charge, qui fait une hépatite B chronique, c'est quelqu'un, il m'a dit, moi je ne sais pas, il passe à côté des dispensaires, il ramasse les ordures. Vous avez vu une fois un documentaire à la télé,
D'ailleurs, les pauvres, ils se coupent, ils se tranchent les mains, les mollets, parce que les gens jettent n'importe quoi et n'importe comment. Les aiguilles, les débris de verre et tout, normalement, c'est dans des conteneurs. Et c'est comme ça qu'ils se font, hélas, contaminés par ces produits, par ces matériels jetés n'importe où, n'importe comment. Et eux, c'est des agents de collecte de déchets. Normalement, c'est les déchets des ordures domestiques qu'ils déchargent dans les camions et autres, mais hélas, il y a même les déchets d'activités de soins à risque infectieux, les DASRI, qui sont éliminés au même titre que les déchets ménagers, les ordures ménagères, hélas. Et là, donc, il faut penser à sensibiliser ces personnes. Il faut penser, nous, au CPMC, on fait, bon, sauf exception faite avec l'année Covid, chaque année, des journées de formation pour toutes ces catégories, les femmes de ménage, les techniciens, c'est-à-dire le personnel affecté au service technique, les plombiers, les personnels qui n'est pas concerné directement, mais qui est exposé au fait. Et là, c'est important d'informer, de sensibiliser les travailleurs à ce risque-là qui est présent au milieu de soi. En conclusion, je dirais qu'une démarche efficace de prévention auprès des soignants et des employeurs est plus que nécessaire pour réduire ces pathologies, bien sûr, graves et invalidantes. Je termine, j'aime bien cette phrase du professeur Lamarin, je ne peux pas m'empêcher de la citer, pour redonner sa dignité à ce malade qui nous renvoie l'image de ce que nous pourrons être demain. C'est-à-dire qu'elle a un double sens. Nous-mêmes, on peut un jour être victime, être malade, et nous-mêmes, avec notre conscience professionnelle, avec notre savoir-faire, on peut faire améliorer les choses. Voilà. Et je vous remercie. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Alors, vous êtes, il y a quand même des absents, bon, c'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions? Rehani, Mishta, Shibini, Haroun, Imen. Est-ce que vous avez Bouabash, Laz, bon, c'est ça, Soubela, j'imagine, c'est pas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été clair? C'était clair. Oui, merci. C'est bon? Eh bien alors, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, très bonne fin de journée. Prenez soin de vous. De toute façon, je vous transmettrai les polycopes. Maintenant, je pense que c'est les vacances. Hein, c'est les vacances, mais je ferai l'effort. J'espère l'avoir. Je donnerai pour le président. Vous allez avoir le polycope qui est assez important, d'accord? Je pense qu'il faut retenir que est bien l'essentiel. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Et pour les résidents du service, il y a aussi le PDAES qu'on fera après, Inch'Allah. Mais n'hésitez pas, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. D'accord? Merci. Merci beaucoup. D'accord? Merci, docteur. Alors, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir et prenez soin de vous. D'accord? Prenez soin de vous. Faites-moi la main. Merci. Allez, portez-vous bien. Portez bien. Portez-vous Au bien. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.